attends, j'ai une Bonjour à responsable. tous, bienvenue aujourd'hui à l'Île-sur-Tarn où nous sommes en compagnie de Diane et Jérémy, porteurs du projet Autonovie qu'ils vont vous expliquer. Je vous en prie, c'est à vous. Bonjour Blandine, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Moi c'est Jérémy. Diane. Voilà, on est les heureux propriétaires du projet Autonovie. Et l'idée c'est qu'on vous présente vite fait pendant le temps qu'on va passer ensemble ce que c'est que Autonovie, quel est le projet qui nous anime tous les jours. Et voilà, on est ravis en tout cas de commencer cette session avec vous. Et sans plus attendre, en fait, je vais tout de suite vous poser une question. Voilà, je vous pose une petite question et ceux qui sont déjà connectés pourront y réfléchir. Selon vous, quelles sont les thématiques, quels sont les sujets de l'autonomie? Nous, on a notre parti pris, on vous le présentera tout à l'heure. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de connaître vous, votre vision de l'autonomie et voilà, de quoi est caractérisée l'autonomie. En attendant, on va vous présenter un petit peu d'où on vient et où on va. En fait, très simplement, Diane et moi, il y a 8 ans, quand on a su qu'on allait être parents, on s'est beaucoup remis en question sur le système dans lequel on vivait, la société dans laquelle on vivait. Et on s'est beaucoup informé, beaucoup formé, Diane, dans tout ce qui est nutrition, santé, médication, alimentation, instruction, éducation des enfants, et ainsi de suite. Et moi, sur tout ce qui est fonctionnement du cerveau, programmation neurolinguistique, neurosciences, hypnothérapie, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, on a commencé à comprendre un petit peu que la société nous amenait pas là où on voulait aller, en fait, là où on se sentait bien. Et on a découvert par la suite une autre discipline sur laquelle Yann et moi on s'est formés, qui est la permaculture. Et du coup, on en a fait un art de vivre au quotidien. Et c'est de là qu'est parti le projet Autonovie. On a plaqué les boulots, on a plaqué la ville et on est dans ce magnifique havre de paix. On va vous le présenter rapidement. Voilà, on est dans ce petit écrin de verdure où justement on fait de la permaculture, de la permaéconomie. On accueille des gens, des entreprises, des familles qui sont curieuses de ça ou qui en ont ras-le-bol de ce qu'elles vivent et qui souhaitent passer à un niveau de sens supérieur. Je ne vais pas dire supérieur, mais différent. Voilà, différent. Voilà, et donc du coup, on va faire une petite visite. Alors, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose, ma chérie? Là tout de suite, non. Là, tout de suite, non. Tout est Alors, dit. derrière vous, vous voyez la maison où on vit. Et ce que je vais vous montrer, c'est ce qui nous a vraiment motivé à ce projet-là, parce qu'en fait, la maison qui est là, elle était là avant. Par contre, c'est tout ce qui est autour de la maison, tout le terrain, tout le domaine qui est juste magique. On a quasi 4 hectares de bois et de forêt en plein milieu du Tarn. On est en fait à la frontière, à la lisière de la forêt de Sivins. Et ce qui nous a vraiment motivé, c'était qu'il y ait de l'eau. De l'eau, oui, de l'eau. Venez voir. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, Blandine, on tu me dis t'entend si tu as bien, un petit Jérémy, commentaire parfait. qui. Et donc, tiens, là, je pense que derrière moi, vous devez voir ce qu'on appelle l'indépendance. L'indépendance, c'est une petite maison qui était là avant, qui était un petit hangar, qu'on a réhabilité en petite maison. Ça fait 50 mètres carrés. Et c'est d'ailleurs dans ce lieu que les stagiaires ou les familles viennent vivre l'expérience, l'immersion de Autonovie. Il y a 5 couchages, de quoi se doucher, de quoi manger, un frigo, une cuisine, enfin tout ça. Et là, derrière, on a mis en place les toilettes sèches et voilà l'eau dont je vous parlais. Alors voilà les toilettes sèches. Et tant qu'on est sur les toilettes sèches, je vais quand même vous montrer une ligne de l'économie circulaire qui motive notre quotidien. Là-bas, tout là-bas, là où c'est le bazar, c'est la cuisine. Et donc dans cette cuisine, qu'est-ce qu'on fait? On mange. Et une fois qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait? On vient aux toilettes. On vient déposer nos déchets.
naturels. Et ces déchets naturels, plutôt que ça parte dans les canalisations et autres, eh ben, on les amène ici, à cet endroit là où il y a les, les bâches noires. Et cet endroit où il y a les bâches noires, eh ben, c'est communément ce qu'on appelle le compost. Et du coup, bah, ce compost, 12, alors ça c'est le compost de l'année prochaine, il sera très bien. Ça c'est le compost qu'on est en train de faire cette année, et l'autre là-bas c'est le compost qui sera fait l'année encore d'après. Et ce compost là, ben, une fois qu'il est fait, ben, il alimente tout le potager que vous avez ici. Et il permet de tendre de plus en plus vers moins en moins d'achats à l'extérieur en matière d'alimentation notamment. Voilà, et donc une fois qu'on a mangé, une fois qu'on a récupéré la matière, enfin les, les fruits et les légumes, et ben on retourne en cuisine, on mange, on fait notre popo, on le garde, on l'entretient, et il nous sert, et ainsi de suite. Et c'est vraiment une économie circulaire. Et on revisite à Autonovi, parmi toutes les autres activités. Et donc ce qui nous a vraiment plu, c'est bon, là quand on est arrivé, tout ça, là, tout le potager que vous voyez là, ça n'existait pas. Par contre, juste derrière, de ce côté là-bas, vous avez un immense verger avec pommes, poires, nectarines, abricots, châtaignes, je sais plus, figues. Enfin voilà, il y a plein d'arbres fruitiers. Et c'est ça qui nous a dit que c'était l'endroit idéal, plus la fameuse eau dont je vous parlais. Parce qu'en fait, le lieu qu'on a choisi, c'est en fait un ancien moulin à eau. Je ne sais pas si vous voyez là-bas la voûte, mais sous la voûte, en fait, c'est l'eau qui circule sous la maison. Et du coup, on a de l'eau presque toute l'année, presque toute l'année. Et ça nous permet de pouvoir ben, être un peu autonome en eau pour l'arrosage à minima et après même pour laver des choses ou même pour la boire quand on la filtre. Ce que tu dis, Jérémy, ça me rappelle une question qu'on a reçue un petit peu plus tôt par Instagram d'une personne qui demandait qu'on voyait beaucoup d'initiatives comme la vôtre en fait dans le Tarn. Alors, Et... excuse-nous, Blandine, mais on t'entend de très 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 loin. Ok, ça marche. Je vais essayer de parler plus fort. Est-ce que c'est mieux? Bah, Ça a changé par rapport à tout à l'heure, on t'entend ouais. vraiment de très loin. Ok. Alors, je vais essayer autrement. Est-ce que c'est ok pour la question ou est-ce qu'on la fait plus tard? Non, non, c'est ok, Non, vas-y. non, c'est ok, dans la mesure où on l'entend, ça sera top. Ça marche. Du coup, on a reçu une question en fait qui disait pardon, qu'il y avait beaucoup d'initiatives comme la vôtre dans le Tarn, qui citait par exemple le projet de l'archipel. Et cette personne demandait pourquoi le Tarn spécifiquement. Est-ce que c'est en rapport avec ce que tu viens d'expliquer, Jérémy, les terrains qui sont propices? Alors en fait, c'est vrai que dans le Tarn, il y a un vivier d'expériences de cet ordre-là. Et tant mieux, parce que je pense qu'il en faut dans le Tarn, mais il en faut dans tous les départements de France. Et pourquoi plus particulièrement le Tarn? Le Tarn est quand même assez vert. Par définition, c'est assez vert parce qu'il y a de végétation. Et, euh, donc, ben, qui dit végétation dit souvent eau. Donc là, en l'occurrence, nous, ça nous a fait tilt. Et que c'est à la fois très dépaysant, donc on est dans un environnement très rural, mais que objectivement on est là où nous on se situe, on est à 40 minutes d'Albi, 40, même pas 30 minutes d'Albi, 40 minutes de Toulouse et 40 minutes de Montauban. Donc on peut très facilement être relié à des axes urbains si besoin. Donc je pense qu'il y a ce côté dépaysement, verdure, plus malgré tout ce lien avec, nous on appelle ça l'ancien monde, mais ce lien qui bah voilà, quand on en a besoin sur des sujets médicaux ou autres de consommation, acheter des trucs qu'on ne peut pas se faire soi-même, bah voilà, dans les pôles urbains, il y a toujours des centres commerciaux qui sont là pour nous vendre ce qu'il y a à vendre, quoi. Donc, voilà, je pense que ça, en tout cas, c'est mon avis. C'est noté, merci. Bah, si tu veux, on peut juste continuer pour expliquer un peu ce qu'on fait, donc en plus en détail chez nous. On accueille
des gens. Moi, ça fait personnellement 7 ans que je fais de la formation j'ai beaucoup trop entendu la phrase je dois ou il faut que en sortie de formation. Et je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, le cerveau, il engage pas les changements, il n'engage pas les mouvements. Et donc, avec Diane, on a pris le parti de dire, bah, plutôt que de rentrer dans du il faut que, on va plutôt faire quelque chose d'immersif. Et c'est tout le projet de ce tiers-lieu, c'est de pouvoir permettre aux gens de venir vivre une expérience immersive. On va appeler ça en sobriété heureuse d'ailleurs, où le minimalisme est présent, est omniprésent. Et bah voilà, on expérimente pendant les séjours le goût de la simplicité, le goût du minimalisme, de la résilience, de l'autonomie. Et la permaculture est un support pédagogique tout trouvé, idéal pour expérimenter ces sujets-là. Et donc, bah voilà, on vit au rythme des saisons, on vit au rythme de la nature, on vit au rythme de ce que la nature nous apporte. Et franchement, ça nous comble juste tous les jours, matin, midi et soir, sur ces thématiques-là. Alors du coup, bah, justement, question, tout à l'heure j'ai posé une question. T'as eu des réponses par rapport à ça? Oui, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez? Toujours C'est pareil. un peu faible, mais on va y arriver. D'accord, ça marche. Alors, on a une personne qui nous dit, d'après moi, l'autonomie, c'est l'économie de partage de sa production et la sortie du système de production classique au possible. Donc, pour l'eau, l'électricité, etc. Ouais, On excellent. a, on a une autre personne qui nous dit, pour moi, l'autonomie, c'est vivre sans avoir besoin de choses extérieures, seulement ce que nous produisons. Oui, Voilà, c'est des idées qui tournent autour de ça en général. d'accord, ok. Bah oui, c'est des très bonnes idées. Et c'est vrai que Merci. quand on parle d'autonomie, en tout cas, notre parti pris sur l'autonomie, ça a été, dans un premier temps, de toucher 4 autonomies. L'autonomie alimentaire, voilà, le potager, en version 1, il y aura une dans 2-3 ans, mais la version 1, elle est là. L'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique, c'est-à-dire être le plus autonome et indépendant possible en matière d'énergie. Donc là, bon, je ne sais pas si vous le voyez, mais derrière, sur le toit que vous avez là, il y a des panneaux photovoltaïques qui alimentent en énergie électrique tout le domaine. Et on chauffe au bois. Enfin, voilà, on travaille sur des énergies qui nous permettent à la fois renouvelables et qui font le travail. Donc, autonomie alimentaire, autonomie énergétique. Après, il y a l'autonomie hydraulique. Donc, bah, voilà, le fait de vivre dans une propriété où il y a de l'eau, là, il y en a. Des fois, il n'y en a pas. Hein. Des fois, on réfléchit à aller chercher de l'eau un peu plus loin. Mais là, elle est juste ici à profusion. Donc, ça, c'est quand même une autonomie super intéressante. Et enfin, la dernière autonomie, qui est peut-être la plus délicate à mettre en œuvre, c'est l'autonomie financière. Et l'autonomie financière, en fait, ça commence tout simplement par le fait de ne pas être salarié, le fait d'être nous-mêmes nos propres patrons. Déjà, c'est une forme d'autonomie, c'est, je dirais, quelque part, ça a été notre premier pas. Et de plus en plus, on avance vers le fait d'être dans du partage, dans de l'échange. Ça a été dit tout à l'heure comme idée. Euh, C'est-à-dire être en mesure bah voilà, et d'échanger des œufs contre de l'huile ou ce genre de choses, ou des choses qu'on n'utilise pas contre des choses qu'on utilise, d'être dans la mutualisation et qui nous permettent de ne pas sortir sa carte bleue dès qu'on a besoin d'un truc en fait. Et lorsqu'on commence à avancer tout doucement dans ce schéma-là, eh ben, on va de plus en plus vers l'autonomie. Je tiens à préciser un truc qui est super important, c'est que l'autonomie, l'utopie de l'autonomie, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, en tout cas toujours pareil, c'est pour moi un parti pris, c'est qu'on ne peut pas l'atteindre. Les systèmes sont trop euh, en emprise avec la société pour qu'on puisse être réellement autonome dans la mesure où on cherche vraiment à s'affranchir du monde extérieur. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le cheminement
de cette sobriété heureuse, c'est le cheminement qui nous pousse à nous autonomiser qui est pertinent. Parce que, en ce qui nous concerne, là, ça fait 2 ans qu'on a vraiment les mains dans le sujet, mais c'est un projet qui s'est construit au bout de, enfin, en 7-8 ans. Et du coup, bah, on a commencé par des trucs qui ne nous amenaient pas à l'autonomie au départ. Mais voilà, de plus en plus de petites choses qui font qu'aujourd'hui, bah, on a fait un pas en avant, mais il nous en reste encore un paquet. Et c'est ce cheminement-là qui est super pertinent, enfin, que nous, on trouve super enrichissant en tout cas. Alors justement, en parlant de cheminement, est-ce que vous m'entendez mieux? J'ai changé de micro. Du tout. D'accord. Entendu. Bon, désolée. En parlant de cheminement, on a eu une question qui dit quelle a été la première étape pour vous, justement, concrètement, parmi ces différents types d'autonomie, par quoi vous avez commencé? Alors, alors, c'est marrant, parce que on me pose souvent cette question. Et la première autonomie, alors la première chose qu'on a faite quand on a su qu'on allait être parents, déjà on s'est dit qu'il fallait qu'on change de référentiel, parce que la référence parentale qu'on avait était pas celle qu'on voulait nous donner à nos enfants. Donc ça a été vraiment l'élément déclencheur qui nous a fait changer. Ça, c'était le prémisse de nos premiers changements. Et un de nos changements, mais vraiment un truc tout bête, que tout le monde fait, et qui a la portée vraiment de tout à chacun lorsqu'on commence à cheminer vers autre chose. Nous, ça a été, donc c'était il y a 7 ans, hein, depuis on a changé, on a fait plein d'autres cheminements autour de ça. Mais le premier changement qu'on a fait, c'était qu'il y a 7 ans, et un jour, on poussait le chariot pour aller faire nos courses. Et il y a 7 ans, on a fait du drive, on a été au marché, on est passé par des petits producteurs locaux. Et ça a été le premier changement lorsqu'on fait le truc rétrospectivement des années après. Ça a été le premier petit changement. Alors vous me direz, aller au marché et faire du drive, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais pour nous, ça a été le premier pas qui nous a amené vers une connexion avec des producteurs locaux, des producteurs qui font des produits de saison. Ça nous a appris à nous reconnecter avec la saisonnalité des légumes et des fruits. Ça nous a appris à comprendre l'importance du bio, du respect de la nature, du savoir-vivre, du respect de cette nature. Et au fur et à mesure, ça a été encore une fois une étape qui a amené une autre étape et commencer à semer des petits trucs chez soi, commencer à récolter aussi des petits trucs chez soi. Et de fil en aiguille, être complètement en gratitude et totalement satisfait de ce qu'on arrive à récolter chez soi pour se dire, mais en fait, c'est bon, quoi. On peut tout simplement, en utilisant les bonnes techniques, donc notamment les techniques de permaculture, d'agroforesterie, permettre bah, de vivre, enfin de manger en minimisant au maximum les achats à l'extérieur, quoi. Et surtout, si je peux me permettre de rajouter, on fait plus du tout de drive évidemment, parce qu'on Ouais. tend vers quelque chose qui est plutôt zéro déchet. Et pour le coup, le drive est tout sauf zéro déchet. Donc c'est quand même quelque chose qu'on a arrêté assez rapidement. Oui, oui, merci. Attends, je te donne la. Non, c'est bon. Oui, oui, le drive, il y a 7 ans, on n'avait pas il y a 7 ans, on n'avait pas la connaissance qu'on avait sur l'impact environnemental des hommes sur Terre, de l'entropie. Et, euh, et du coup, au fur et à mesure de notre cheminement, ben, ça a été de plus en plus facile. Ça aussi, c'est un sujet intéressant, la, la facilité dans laquelle on vit aujourd'hui. Euh, les gens qui sont dans l'ancien monde, ils trouvent que ce qu'on fait, c'est difficile. Parce que c'est contraignant, parce qu'il faut réfléchir avant d'agir, parce qu'il y a plein de trucs, on se limite, il pourrait avoir une sorte de frustration par rapport à ça. Et il se trouve que nous, maintenant qu'on est basculé dans le nouveau monde, on trouve que c'est difficile de vivre comme dans l'ancien monde, de pousser un chariot, aller faire ses courses, aller au drive. Euh, là, je parle d'alimentation, mais voilà, de payer des factures d'électricité, de, je sais pas moi, la partie culture, information, alimentation, médication, aller chez les docteurs, tous ces trucs-là, les toilettes sèches, enfin voilà, tout cet environnement-là,
Bah, ouais, l'exemple de toilette sèche, merci, il est intéressant. Aujourd'hui, on est en toilette sèche et en plus, on est en lingette lavable. Donc, les gens à qui on dit ça, ils nous prennent pour des grands maboules. Euh, mais c'est juste génial parce que je ne vais pas vous la faire, il faudra venir vivre l'expérience chez nous, mais peut-être que dans ceux qui nous écoutent, il y en a qui font déjà ça. Euh, les toilettes sèches, c'est plus écologique, c'est plus économique et c'est plus hygiénique. Les lingettes. Les lingettes et même, Oui. même les toilettes sèches de façon générale, Ouais. c'est plus économique, plus hygiénique et plus écologique. À quoi bon continuer à faire des trucs qui sont contraignants et ainsi de suite. Et ce qui nous fait dire que c'est difficile l'ancien monde, c'est quand on se retrouve à aller chez les amis ou au restaurant avec les enfants et qu'on doit aller aux toilettes, et ben l'expérience des toilettes chez les autres est pour nous plus compliquée. Parce que bah voilà, ça, on s'essuie, enfin c'est pas confortable quand on s'essuie, il y a de l'eau, il y a des odeurs, enfin il y a plein de trucs qui nous font dire tiens c'est bizarre ce qu'ils font quand même. Et, du coup, c'est intéressant et c'est pour ça que nous, on propose vraiment l'immersion à Autonovi. C'est de se dire, ah ouais, non, attends, ce qu'ils font, c'est complètement fou. Ils le testent, ils le vivent et une semaine après, lorsqu'ils repartent, eh ben, ils peuvent dire, ok, bah, ça, on fera pas. Et puis, ça, on fera. Et puis même, parce que nous, on est qu'un un bout de cheminement, ils peuvent même aller encore plus loin que nous dans leur propre cheminement. Et c'est tout l'intérêt du projet, c'est d'inspirer des gens pour que ces gens-là aillent encore plus loin, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors justement, Jérémy, j'ai une question à l'instant qui demande est-ce qu'il est possible de visiter Autonovi? Donc oui, d'après ce que tu viens de dire, est-ce que peut-être tu peux expliquer dans quelle mesure ce que vous proposez sur place? Euh, alors, on n'a rien de bien formalisé. Enfin, sur les visites, on n'a rien de formalisé. Sur des séjours, c'est très simple. C'est soit en mode gîte, soit en mode formation. Et en plus, il se trouve que Autonovi est un centre de formation qui est référencé au compte personnel de formation, donc qui est finançable à travers le CPF et les OPCO. Donc ça, c'est un sujet intéressant pour ceux qui ont du budget formation. Ils peuvent le passer à Autonovi. Et puis, après, venir visiter Autonovi avec grand plaisir. Il suffit de taper Autonovi sur Google Maps, vous venez. Et bon, après, appelez-nous un petit peu à l'avance, parce que si on n'est pas là, ce serait dommage que vous veniez pour rien. Vous venez passer un temps, déjeuner ensemble, dîner ensemble, peu importe, pour partager du temps. Il y a un élément qui est super important dans notre projet, que je n'ai pas présenté, mais qui fait partie pleinement du concept, c'est que c'est vraiment le devenir de Tonovi, c'est que ça se transforme, enfin que ça se transforme. On l'a fait pour que ce soit un tiers-lieu. Donc ça veut dire qu'il y a des familles qui viennent ici vivre quelques mois, l'idée quelques années. On n'a pas fait encore quelques années parce que ça fait même pas 2 ans qu'on est là, mais il y a des familles qui sont venues vivre ici quelques mois et, euh, que ça vienne, que ça parte et qu'il y ait de la reliance en fait, qui est, euh, qui est de la connexion avec des gens. Et ça, c'est super, super important. Et, et cet élément de reliance, ça nous permettra d'être encore plus résistant parce que voilà, avec la dégradation du système tel qu'on le pressent et qu'on vit un petit peu aujourd'hui, c'est important d'être lié avec ce qui est fort pour nous. Et je vais reprendre les 3 principes donc d'Arthur Keller, pour ceux qui connaissent. Le premier, c'est résilience, être capable d'avoir une démarche sobre, autonome et donc résiliente. Le deuxième, c'est la reliance, s'interconnecter avec un maximum de personnes, d'où la réponse à ta question sur est-ce qu'on peut venir visiter, c'est un grand oui. Et plus il y aura de monde ici, et plus il y aura de la reliance, et plus on va pouvoir faire germer des idées, inspirer du monde, et ça va être une affaire grandissante pour tous ceux qui veulent expérimenter ce goût de la sobriété. Et enfin, donc, la résistance. Parce que quand on est résilient et reliant, donc relié, eh ben, on est plus résistant aux chocs, aux perturbations, aux problèmes, quels qu'ils soient. Super, merci. Continue. On continue la visite? On va aller dans le potager.
on va aller dans le potager. Euh, Alors, le potager, quand je disais que c'était une version 1, c'est qu'aujourd'hui, ce potager-là, il n'est pas. Enfin, il est très bien, mais c'est plutôt tout expérimental. Parce qu'en permaculture, l'idée, c'est de faire plein d'erreurs pour apprendre. Donc, on a fait plein d'erreurs. Et donc, voilà. Donc, bon, c'est un peu le bazar. Ici, juste quand même sur cette partie-là, vous avez donc l'installation électrique. Hop, attends, je vais mettre le doigt au bon endroit. Voilà. Là, c'est l'onduleur. Ici, c'est le parc pour alimenter toute la maison. Ici, vous avez l'ardoise où on fait les semis. Donc ici, vous avez juste. Ici, vous avez donc quelque chose qui est qui est un pattern en permaculture. C'est, on dirait une fleur vue de haut. Et en fait, c'est notre semencier, mois par mois. Et donc, ben voilà, parce que moi au départ, j'y connaissais rien. J'avais un peu peur du sujet d'ailleurs. Je savais pas quand planter, quand semer, repiquer. Enfin, tous ces trucs-là, c'était un petit peu opaque. Et je dis pas que aujourd'hui j'ai de la réponse à tout. Mais en tout cas, j'ai mis ça en place. Avec une moufeuse, on a mis ça en place. Et grâce à ça, ben, on n'a plus qu'à piocher, par exemple en octobre. Paf, voilà. Bah là, tu vois, c'est de la chicorée scarole. Le semis, c'est en octobre. La récolte, ça se fera plutôt en décembre. Et donc, quand je vais semer ma chicorée, ma scarole, bah, je vais la mettre avec le code de couleur de la récolte. Et comme ça, j'écris scarole ici. Je sais que sur mon plan là-bas, j'ai de la scarole à cet endroit-là qu'il faut que je récolte dans X temps. Donc, moi, ça m'a facilité. Je dis pas que c'est un truc. Moi, en tout cas, ça m'a facilité grandement l'appropriation de ce côté que je connaissais pas. Je suis pas du tout de formation agriculteur, pas du tout de formation maraîchage, rien du tout. Moi, je viens du monde des réseaux et télécommunications, donc vraiment aucun rapport avec les semis, les vergers, la taille, les associations et tout ça. Mais ça s'apprend et, euh, et ça s'apprend bien. Et donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que la perma ou même la nature de façon générale, c'est quand même un terrain de jeu expérimental où faire des erreurs, dans la mesure où on cherche à la respecter, bien évidemment, mais faire des erreurs pour soi, il n'y a pas d'impact. Le fait de faire des erreurs pour soi ou même d'avoir des moments de récolte, de satisfaction, bah, c'est beaucoup plus enrichissant que les autres domaines que moi je pu connaître à travers les expériences de l'ancien monde. Alors du coup, là vous avez le plan de potager dans lequel on va rentrer. Et là, vous avez le plan, la même chose, sur la serre qui est juste derrière vous, qui est là. Voilà. Et la serre nous permet de faire des extensions de saison pour les récoltes. Commencer plus tôt, finir plus tard sur certaines récoltes. Paul est admiratif et nous dit que c'est très ordonné. C'est pardon? C'est très ordonné. Ah oui. Ouais, on essaie. C'est gentil. Ouais, c'est gentil. On essaye de donner le truc. Bon, alors il y a 3 jours, on avait encore des capucines, mais là avec la gelée qu'il y a eu, bye bye les capucines. Donc en fait chaque planche, donc ce que vous voyez là, les bouts de bois articulés, enfin les bouts de bois mis les uns sur les autres, c'est l'endroit où on fait les cultures. Donc chaque planche, c'est comme ça que ça s'appelle, va permettre voilà, de semer, enfin de produire, de récolter des variétés plus ou moins différentes. Donc là typiquement on a mis une planche de pois chiches qui sont en train de sortir là, doucement. Là aussi. Et là, on a mis les salades. Là-bas, on a mis des fèves. Là, bon, c'est la période un petit peu creuse. Là, on a un physalis, là, juste là. Et d'ailleurs, il y en a peut-être à manger encore. On ira voir tout à l'heure. Mais bon, avec les gelées, claque, ça a pris une petite claque.
quelques salades. Et puis après, donc là, sur le moment, c'est plutôt l'ail, l'oignon, les fèves, les pois. Donc on a mis tout ça dans le potager. C'est pas la période la plus faste, hein. Loin de là. Ah, bah, ça montre. Là, vous avez là devant vous la spirale aromatique. Alors, spirale aromatique, bon, les capucines, elles ont pris une claque encore. Ouais. Et là, on a du curry, du thym, du romarin, de la lavande, de la sauge. Alors, ce qui est marrant, je dis ça comme ça, mais il y a 3 ans de ça, je ne savais pas reconnaître de la lavande, du romarin ou du thym, par exemple. Et bah voilà, et maintenant, c'est fastoche. Donc, il y a aussi ce goût de l'apprentissage. Il y a. Alors, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent vont comprendre ce que je vais dire, mais au fond de nous-mêmes, on est nature. Bon, c'est même pas pour nous-mêmes, on est nature. Et pour tous ceux qui vivent dans ce monde artificiel, virtuel, c'est très, ça peut paraître contre nature de revenir à la nature. En revanche, quand tu en as commencé justement à expérimenter deux trois petits trucs sur le sujet, eh ben ça revient très très vite parce que au fond de nous-mêmes, on est, on est nature et qu'on a ce, ce potentiel en nous, cette nature mère ou je sais pas comment l'appeler, qui fait que assez rapidement, lorsqu'on commence à le côtoyer, à l'expérimenter, c'est juste du bonheur parce que c'est en nous en fait et c'est très simple. Voilà. Donc après, bon, il reste encore des pâtissons à ramasser. Il y a du fenouil là à récupérer bientôt. Et puis le potager là que vous voyez, c'est un potager, j'appelle ça le potager cadet. Il se fait en 4 dimensions. On va avoir une dimension donc sur la largeur, une dimension sur la profondeur, une dimension aussi sur la hauteur. Donc on retrouve des potirons, des petits marrons qui poussent sur l'olivier, où on en avait tout à l'heure il y a quelques temps sur les poiriers. Salut les poulettes. Et l'autre dimension, c'est la dimension du temps. Faire en sorte que, faire en sorte que on ait en fait une production régulière toute l'année. Voilà. Donc on a des belles surprises dans le potager. On a toujours des trucs qui poussent à gauche, à droite. Et l'idée, c'est que ils vivent presque tout seuls avec de l'auto-fertilisation. Voilà. Et alors on a des compagnons très importants. Donc on a Blanche au milieu là qui est la femelle, une canne coureur indien. Et là on a 2 mâles coureurs indiens. Et ces 3 compères là, plus les poussins qui sont, qui sont, euh, qui sont, je sais pas où ils sont d'ailleurs. Ils sont là, on vient de les voir. Ah, on vient de les voir. Ah bah voilà. C'est plus vraiment des poussins. Ah ouais, bah justement, mais c'est intéressant. Ils ont bien grandi. Ils ont bien grandi. En fait, on fait des poussins. Enfin, on fait une production de poussins en mars-avril pour qu'ils naissent en mai. Et, euh, et en fait, ils grandissent dans le potager de mai à février, grosso modo. Et quand ils sont assez grands, ben, ils sortiront du potager. Et pendant ce temps-là, en fait, ils nous ont bien aidés. Ils nous ont bien aidés parce que ils ont un peu retourné la terre sur la période un petit peu creuse, de septembre à février-mars. Enfin, février, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, ils vont gratter un peu la terre. Et en grattant cette terre, bah, ça permet de la faire vivre. Et comme ça, bah, voilà, c'est un bon travail d'équipe. Ils mangent ce qu'ils veulent et ils retournent un peu la terre. Et une fois qu'ils ont fait ce travail-là, ils sont assez grands, ils vont retourner voir les autres. Et comme ça, ils seront pas embêtés, ils seront moins embêtés que les autres parce qu'ils sont maintenant de taille quasi adulte. Et voilà, c'est un petit rythme qu'on a mis en place et qui marche bien. Donc quand ça marche bien, ben, on l'utilise. Et quand ça marche moins bien, on l'utilise moins bien. Et là, ben, on a Blanche. Alors Blanche, avec elle, c'est bien parce que dans le potager, on a des fruits, on a des légumes, mais c'est Pâques tous les jours. C'est-à-dire qu'elle pond très très bien, très souvent. Et, euh, et par contre, elle pond jamais au même endroit. Donc, et puis c'est pas une grande couveuse. Donc on a des surprises lorsqu'on va dans le potager. Là, ça fait 2-3 jours qu'on n'a pas cherché.
mais il y a dans le potager, c'est sûr, un endroit où il y a 5-6 œufs qui nous attendent. Et c'est une invitation à venir passer du temps ici pour voilà, trouver encore des petits mystères de la nature. Et je trouve ça juste génial, tout simplement. Et puis ils nous mangent les escargots, quelques limaces. Et oui, alors oui, il y a ça aussi. C'est vrai ils ont aussi une sorte comment dire, c'est des complices, hein, c'est des alliés. Et, euh, et donc, comme le dit Diane, ils nous mangent les nuisibles pour pouvoir moins attaquer tout simplement les récoltes. Et Alors, j'avais une petite question. ah, là on Alors, t'entend. ah voilà, ça y est. C'est vrai, c'est revenu? Ouais. Ouais. Ok, super. Alors, on avait quelqu'un qui nous avait demandé avant le live combien de temps vous pensez qu'il faut pour être bien lancé sur la voie de l'autonomie, c'est-à-dire avoir des récoltes régulières ou, comme vous le disiez, là, on est dans une période un petit peu moins riche, donc réussir à équilibrer ces périodes et à quand même s'autosuffire en hiver, ce genre de choses. C'est une excellente question et je vais faire une réponse de Normand. Ça dépend. Ça dépend d'où on vient et où on veut aller. Si la personne mange, je sais pas, mange des bêtises, du pain et des pâtes régulièrement et qu'elle veut être autonome, ben super, mais ça veut dire qu'il va falloir qu'elle ait des champs de blé et c'est conséquent et en quantité. Et si elle mange beaucoup d'huile d'olive ou qu'elle boit beaucoup d'huile d'olive par exemple, ben pareil, il faut des oliviers, machin. Donc ça dépend des besoins finalement. Et, et c'est là que sur un scénario qui est le scénario très connu en France, hein, c'est le scénario Negawatt, qui consiste à vraiment avoir une démarche de sobriété déjà intellectuelle, puis après effective dans le quotidien, pour arrêter de se dire ça je peux pas m'en passer, ça il me le faut, ça il me le faut, ça il me le faut. Non, de quoi vraiment on a besoin. Et une fois qu'on est au clair vraiment sur ces besoins, là le sujet de l'autonomie, il est pertinent parce que du coup, on peut se dire, ok, ça, je peux atteindre l'autonomie là. Par exemple, cette année, on a été super mauvais en tomates. Ça a été l'hécatombe avec le mildiou. Ça a été vraiment apocalyptique. Par contre, on a été très clairement autonome en courgettes, en potirons, en pâtissons. On en a encore Tout type de courge. Ouais. tout ce qui était cucurbitacé, en fait, on en Mm. a eu plus qu'il en faut. Bah, très bien. On s'adapte. Et on s'adapte avec ça. Et du coup, on les varie. Diane dit ça parce que c'est elle qui s'occupe de la partie nutrition et donc elle nous fait plein de plats différents, mais toujours avec la même base de départ. Et, euh, et on se régale. Et là, je vois qu'il y a des planches. En fait, on les voit au fur et à mesure dans le potager. Il y a des petites surprises là, un peu partout. Donc, je suis désolé, la réponse, elle est pas super claire, du style, voilà, au bout de 3 ans, 4 ans. Nous, la seule chose qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que ça fait notre deuxième été ici et que entre le premier été et le deuxième été ici, multiplié par 2 la production. Donc, c'est une règle qui se fait au bout de 2 saisons. Si dans l'année prochaine, on multiplie par 3 notre production et que l'année d'après, on multiplie par finalement 4 notre production et ainsi de suite, l'essentiel, c'est de devoir de moins en moins aller faire ses courses chez le producteur ou à la Biocoop ou je ne sais où pour manger en fait. Le but du jeu, c'est de sentir qu'il y a un cheminement et que ce cheminement, il nous fait progressivement aller vers vraiment notre objectif. Et après, il faut quand même anticiper. C'est-à-dire qu'avec ce qu'on récolte, que ce soit en fruits ou en légumes, nous on mange principalement des fruits et légumes, on a des outils qui nous permettent de conserver. On utilise beaucoup de déshydrateurs pour garder le plus de nutriments possible et le plus de vitamines dans ce qu'on récolte, dans nos fruits et dans nos légumes. Et ce qui nous permet de conserver très longtemps les aliments. La déshydratation, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. On fait pas ou très peu de bocaux parce on mange beaucoup cru et qu'on perd toutes les vitamines dans tout ce qui va être, dans ce qui va être chauffé.
Et du coup, nous, c'est principalement, voilà, ça va être le déshydrateur, ça va être la lactofermentation qu'on utilise aussi beaucoup parce que ça permet de garder aussi et même de décupler la biodisponibilité des nutriments et ça permet de garder les choses très longtemps. Ça va de 1 an, 2 ans sans aucun problème. Voilà, après on congèle aussi quand même. Ça, on se sert pas mal du congélateur, on coupe les fruits, les légumes qui ne sont pas déshydratés, on va les couper pour en avoir de près. Quand on a, par exemple, cet été, on a eu le verger, il a été pauvre comparé au potager où on a vraiment doublé. Le verger, par contre, on a vraiment beaucoup perdu avec les gelées tardives qu'il y a eu. Donc, on était très contents d'avoir eu une récolte l'année d'avant très très intéressante et qui nous a permis de congeler énormément de pommes, de poires coupées et qui nous a permis de les sortir et de faire des choses avec. Alors, c'est pas forcément des fruits qu'on va manger comme ça, évidemment, puisqu'ils ont été congelés, mais ça nous permet de faire plein de choses. Donc, il faut organiser aussi avec la conservation des aliments pour pouvoir pallier aux problèmes qu'il va y avoir potentiellement les années d'après, de gelée ou autre, de maladies comme le mildiou pour les tomates. Voilà. Et après, on complète, évidemment, on n'est pas autonome aujourd'hui. On tend vers l'autonomie. Jérémy, c'est quelque chose qui se fait dans le temps, qui se fait à chacun son rythme aussi. Mais voilà, l'idée, c'est petit à petit de faire de plus en plus, d'arriver de plus en plus à arriver à une autonomie de plus en plus intéressante et qui nous permet d'aller moins dans les magasins et de moins consommer. Et Génial, merci beaucoup. tout ce qu'on vient de vous dire là, c'est finalement le deuxième principe de la permaculture qui consiste à collecter et stocker de l'énergie. Ça marche pour l'électricité avec le soleil, mais ça marche aussi pour la nourriture. Alors justement, j'aimerais rebondir sur ce que disait Diane avec une autre question, si vous me le permettez. Bien sûr. Est-ce que, donc tu évoquais le fait que ce soit un cheminement permanent, en quelque sorte, pour aller vers l'autonomie. Quelles sont pour vous les prochaines étapes ou la prochaine grande étape quels sont les projets que vous avez dans ce sens-là? Une étape qu'on a franchie très récemment, c'est sur la manière de se déplacer, parce qu'on avait des voitures, on va dire, encore classiques. Enfin, on avait une voiture hybride, mais bon, l'hybride de l'époque n'était pas vraiment au top. Et récemment, on a acheté une voiture électrique d'occasion, évidemment, parce que c'est quand même ce qu'on achète le plus. On essaye vraiment le maximum que ça soit d'occasion. Et voilà, ça a été quelque chose d'important pour nous parce que, alors bien sûr, on peut dire plein de choses sur l'électrique, hein, c'est loin d'être parfait. En tout cas, en production, les voitures, qu'elles soient thermiques ou électriques, c'est clair que voilà, elles génèrent une empreinte carbone importante, voilà. Mais par contre, une fois qu'on l'a et qu'on l'utilise, nous on a des panneaux solaires donc qui nous permettent de la charger et du coup d'être en grande partie autonome sur nos déplacements, puisque quand on charge, alors quand on est chez nous bien sûr, hein, quand on est ailleurs, on charge avec les bornes qu'on trouve, mais en tout cas quand on est chez nous, c'est le soleil qui nous permet de charger notre voiture et nos déplacements sont quasi à zéro au niveau empreinte carbone, pour pas dire zéro. Jérémy est plus calé que moi sur ce sujet-là, mais voilà. Donc ça a été là, c'est tout récent. Ça faisait partie des choses qui nous posaient problème du peu de déplacements qu'on a, parce qu'on a sacrément réduit nos déplacements. Mais il y a quand même encore des déplacements, comme à peu près tout le monde. Et ces déplacements-là, ils avaient une empreinte carbone qui n'était pas celle qu'on souhaitait. Donc là, on est quand même satisfait d'avoir pu passer ce cap-là. Après, il y en aura probablement plein d'autres. En fait, on est en réflexion permanente sur tout. C'est vrai qu'on n'est pas encore. On est 100% autonome sur pratiquement rien, je peux dire. À l'heure actuelle, on augmente petit à petit nos pourcentages d'autonomie sur tout. Donc, on est en recherche permanente pour améliorer cette autonomie et réduire notre empreinte sur la Terre pour mieux vivre le plus longtemps possible pour nous, mais surtout pour les générations qui arrivent et nos enfants et les autres. Je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à ta question. Oui, oui, tout à fait. Super. Merci, Diane. Et pour la compléter, juste les projets, il n'y aura plus, enfin on verra, moins d'une exception, mais il n'y aura plus, je pense, de grands projets. Ce seront, comme l'a dit Diane, on n'est pas 100% autonome, donc c'est des petits trucs
qu'on va rajouter dans notre escarcelle pour aller vers plus d'autonomie, travailler. Par exemple, là, l'année dernière, j'ai pas fait de greffe parce que j'y connaissais rien. Cette année là, on va rentrer janvier-février sur la période de greffe. Ben voilà, le prochain projet me concernant, qui me tient un petit peu à cœur, c'est faire mes premières greffes et voir comment ça vit, comment ça évolue, comment ça prend et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de grand projet en tant que tel. C'est plein de petits sous-projets qui viennent nourrir le projet global. Parce que le projet global, on a les bases, quoi. On a une base et maintenant, bah, ce projet global va vivre le plus grand possible. Si, il y a un projet, dans le projet, c'est vraiment accueillir des familles qui sont désireuses de vivre simplement, de vivre sobrement et qui ont ce goût, parce que ça fait partie de la raison d'être de Autonovi, ce goût de la transmission. Voilà, alors souvent je dis la blague qui peut choquer, mais moi je veux qu'Autonovi soit un parc d'attractions. Alors surtout quand on dit parc d'attractions, on pense à Disney, on pense au parc Astérix. Non, non, moi je veux que ce soit un parc d'attractions dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire que ça attire du monde pour que ce monde puisse après être inspiré et repartir avec des éléments qui leur servent dans leur quête de sens, dans leur projet, que ce soit pro, perso ou des projets de vie, peu importe. Voilà, la prochaine grande étape, c'est quand il y aura une, deux, trois familles ici et qui partageront cette même raison d'être et qui eux-mêmes contribueront au projet d'autonomie. Super, merci. À titre d'information, il nous reste une petite dizaine de minutes. Je ne sais pas si vous vouliez montrer quelque chose d'autre ou si on continue un petit peu sur les questions-réponses. Bah non, on est bien là, il fait beau, je suis bien. Ça marche. Alors, j'ai une autre question. Vous avez mentionné que vous avez démarré cette démarche en devenant parent. Justement, est-ce qu'il y a des étapes qui sont plus difficiles à mettre en place par rapport aux enfants? Des étapes plus difficiles à mettre en place par rapport aux enfants. Ah, la bonne croyance limitante qui consiste à dire c'est trop dur pour les enfants. En fait, c'est jamais trop dur pour les enfants. Les enfants s'adaptent à tout, Presque, au ouais. pire comme au meilleur. Mm. Et dire ah non, mes enfants ils sont comme ci, mes enfants ils sont comme ça, ils sont trop petits, ils sont trop grands, ils sont trop ci, ils sont trop ça, ou pas assez, ou machin. C'est en fait une projection de ses propres peurs. Et c'est des sujets d'ailleurs qu'on évoque en formation chez nous. C'est cette projection-là qui génère un peu l'immobilisme et qui cristallise tout le potentiel. Ça va? Pardon. Et qui cristallise tout le potentiel. Je sais pas ce qu'elle fait. Se lave, c'est du bien. Ouais, pardon. Qui cristallise tout le potentiel des gens, en fait, parce que ça les contraint, et finalement, bah, quand ils sont contraints, bah, ils se font vite rappeler par le système de consommation, de production, de machin et trucs. Et en fait, non, les enfants, c'est plutôt des maîtres à penser que des gens qui vont subir ou, euh, ou qui vont être un vrai problème. Alors je dis pas que tout est rose, que voilà, mais voilà, les enfants c'est pas une contrainte, c'est plutôt ce qui doit nous motiver parce que vraiment, vraiment, après bon ça dépend des âges, hein, mais plus c'est petit, plus c'est malléable et plus ils s'adaptent. Et même des ados, ça s'adapte. Et c'est pas parce que ils ont là on a une famille et qui après leur venue. Donc papa, maman, les trois enfants, il y avait une ado de 16, un ado de 14 et un petit dernier de 4 ans. Et ben, le premier jour où ils sont arrivés, ça a été dur pour eux parce qu'il y a un digital detox, parce qu'on mange sans sucre, parce qu'on mange sans gluten, parce qu'il n'y a pas d'écran, parce qu'il n'y a pas de wifi, parce que ci, parce que ça. D'ailleurs, le gamin, le jour où il est arrivé et qu'il a su tout ça, il s'est retourné auprès de son père et il a dit mais papa, mais qu'est-ce qu'on fout ici? Et papa, il était un peu embêté parce qu'il n'avait pas trop expliqué la chose à ses enfants. Et 3 jours après, ce même gamin-là
Et c'était le premier à dire, bon, bah, on va changer ça, on va bouger ça, on va s'engager à réduire ça, on va augmenter ça. Voilà. Et c'est génial parce qu'en fait, on se rend compte que c'est ces enfants qui portent cette énergie, qui portent cette dynamique. Et les parents qui voient ça, ils disent, waouh, c'est génial. Et pour la petite information, cette famille qui était bien en place dans le système tel qu'on le connaît, ben, papa a vendu sa société, ils sont en train de déménager, ils se recentrent sur un endroit qui a plus de sens et plus de valeur pour eux, dans une maison à rénover de façon à ce qu'elle devienne le plus passif possible. Et lui, son métier, ça va devenir, avant il était dans le BTP, et maintenant il bascule dans l'accompagnement de dirigeants à travers des projets qui ont plus de sens, notamment la décarbonation. Et d'ailleurs, Adrien, gros bisous. Voilà, je trouve que en fait, les enfants, c'est pas un problème, c'est plutôt une solution. D'ailleurs, 12e principe de la PERMA, le problème est la solution. Ça marche. Merci Jérémy. Alors peut-être encore une question, on a encore un petit peu de temps. Mais c'est toi qui nous dis. Mais on a des questions, donc allons-y. Comment pouvons-nous être autonomes en eau? Est-ce qu'il vaut mieux partir s'installer proche de sources ou est-ce qu'il existe d'autres initiatives qui peuvent apporter des solutions? Et bonne question. Alors, Diane me dit qu'on n'a plus de batterie. Donc, si ça coupe, Si c'est froid ou... je sais pas, mais voilà. Si jamais ça coupe, on est presque arrivé au bout, donc pas de souci. Okay. Bon, bah en tout cas, merci en tout cas pour l'échange. J'espère que ça a satisfait plein de gens. En attendant, je vais quand même répondre à la question parce que l'eau, c'est la vie. Donc, si vous avez la possibilité de trouver un lieu avec de l'eau de source, c'est encore mieux. De l'eau qui n'a pas été souillée, c'est encore mieux. Une nappe, un puits, une source, voilà, ça c'est génial. Après, nous, c'est une eau qui est pas top top. Il faut la potabiliser, donc il faut mettre des bassins lagunaires. Enfin, ça demande un petit peu de travaux. Et donc, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, de l'argent et tout ça. Mais si vous avez déjà au départ dans votre réflexion une réflexion sur donc l'autonomie hydraulique, ben ça c'est intéressant. Et pour avoir des indicateurs, je ne sais pas si j'en ai là sous la main. Vous avez une plante qui, parce que les plantes sont des plantes, elles indiquent quelque chose. Hein, on dit que ce sont des éléments bioindicateurs. Ah, j'en ai pas sous la main là, mais il y a les prêles, c'est ces tiges, ces grandes tiges. On en a là-bas. Je ne sais pas si on va arriver à le voir. Bah, c'est simple, hein. Il y en a le long de la rivière, hein. On ne voit pas très bien, mais c'est ces trucs, on dirait des mini sapins là, tout au long là-bas, bon, enfin, bon, peu importe. Et quand vous avez ça sur un terrain, ben, là déjà, vous pouvez vous dire, il y a de l'eau. Il y a de l'eau pas très loin en dessous. Après, il y a des solutions qu'on a voulu expérimenter, mais pour lesquelles on n'a pas été plus loin. C'est carrément se créer une mini station de potabilisation de l'eau, faire ce que font les villes voilà, avec des stations de potabilisation. Mais c'est une chaîne d'éléments, d'équipements qui se mettent en série les uns après les autres, de filtration classique, hein, un gros caillou, après c'est du sable, après c'est quelques éléments qui vont détruire certaines bactéries. Ça finit avec du sable plus fin et à la fin on a la lampe à UV qui enlève les dernières bactéries. Bon ben, tout ce cheminement de trucs là fait que c'est idéal pour potabiliser de l'eau, c'est très bien, mais que s'il y a un des éléments qui tombe en panne, ben, c'est toute la chaîne de distribution de l'eau qui foire quoi. Et donc c'est pas du tout résilient. C'est coûteux à mettre en place, ça demande beaucoup de maintenance et c'est pas du tout résilient. Donc dans nos choix de réflexion sur l'autonomie de l'eau, on va plutôt partir sur du bassin lagunaire plutôt que sur ce genre de système qui va demander de la maintenance, qui va demander des coûts de fonctionnement et ainsi de suite. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, tout à fait. C'était très clair. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, du coup, on va prendre le temps de se dire au revoir tant que votre téléphone a toujours de la batterie. Merci beaucoup à vous deux. Hop, on va dire au revoir. Voilà. Hop, Ah, voilà. super. Merci beaucoup à vous deux. Je pense que vous avez donné plein d'informations. On espère que ça inspirera des personnes qui étaient intéressées par le sujet. Et c'était très agréable. On a eu en plus un beau soleil, donc c'était chouette. Ouais. Bah ouais. Merci Blandine en tout cas de l'invitation.
Merci Et, Avec pour ce plaisir. partage, c'était chouette. et à très bientôt. Et pour ceux qui veulent des renseignements, voilà, ben, N'hésitez pas. n'hésitez pas. Ils passent par toi, ils passent par nous. Comment, je sais pas comment tu veux. Oui, tout à fait. On a mis les liens vers votre site pendant le Ok, live plusieurs fois et si jamais ils peuvent passer par moi ou voilà, il n'y a pas de souci. On Puis bah, vous très mettra n'hésitez en pas à nous contact. suivre sur Instagram ou à nous poser des questions si vous avez d'autres questions. Ça marche. Eh ben, très bien, c'est transmis. Merci Diane, merci Jérémy. Et ben, Avec l'après-midi plaisir. à vous du coup. Bel ouais, après-midi. ciao. La vie est Fait belle. plaisir. Ciao.